Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la sécurisation des environnements Kubernetes avec Kubescape. Et pour cela, nous recevons Mathias Bertschi. Bonjour Mathias. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Paul Amar. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Mathias, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, alors je m'appelle Mathias Bertschi. J'ai 19 ans d'expérience en tant qu'ingénieur en informatique. J'ai commencé en tant qu'administrateur système, puis DevOps, et pour finir en tant que développeur. On peut dire que j'ai terminé mon shift left et ça fait quelques années que je fais de l'open source pendant mon temps libre et récemment j'ai rejoint une startup pour que l'open source devienne mon métier. Et donc j'ai été choisi par une startup qui s'appelle Armo à cause de mon expérience de contributeur Kubernetes, ce que je fais depuis 2017. Alors donc nous allons parler de la sécurisation des environnements Kubernetes. Est-ce que tu voudrais bien rappeler ce qu'est Kubernetes ? Oui, alors Kubernetes, c'est un projet open source créé par Google il y a 10 ans. On avait l'anniversaire le 6 juin et qui est maintenant sous la gouvernance de la CNCF, qui fait partie de la Linux Foundation. Donc c'est un orchestrateur de conteneurs avec une API déclarative. Et par rapport aux autres orchestrateurs qui sont sortis à l'époque, genre Nomad, Docker Swarm, il a continué d'avoir un succès parce qu'il a été implémenté par la majorité des fournisseurs de cloud et il a su faire évoluer ses capacités pour permettre de satisfaire les nouveaux besoins. Ça a commencé avec les microservices, ensuite le multi-cloud, la virtualisation et maintenant l'intelligence artificielle. Oui, tu dis que c'est Google qui a inventé Kubernetes, mais c'est effectivement aujourd'hui un projet communautaire et tous les fournisseurs de cloud ont une instance de Kubernetes managée qui est proposée, enfin c'est GKE chez Google, AKS chez Microsoft, etc. quoi. Donc c'est vraiment un projet qui est massif aujourd'hui et qui est sous l'égide d'une fondation et donc qui n'appartient pas vraiment à une entreprise. Oui, absolument. Donc c'est ce qui fait aussi son succès, c'est-à-dire que grâce à la CNCF, les entreprises peuvent investir soit de l'argent, soit du temps de développement, et ils savent que les investissements ne seront pas perdus parce qu'il y a une neutralité de la fondation. Mais donc, vu que c'est un projet assez récent, enfin moins de 10 ans, ça doit être parfaitement à l'état de l'art en matière de sécurité, non ? Il n'y a aucun bug dedans. On a tiré les enseignements du passé et on a créé des logiciels robustes. Oui, alors presque. Donc, il y a un Special Interest Group lié à la sécurité. Donc ça, en général, je leur laisse gérer les failles de tous les jours et aussi les problèmes inhérents aux différents orchestrateurs. Mais en fait, je voulais revenir un peu sur les problèmes, les nouveaux problèmes qui arrivent avec l'utilisation des orchestrateurs. C'est-à-dire, dans l'ancien monde, on avait un réseau qui était sécurisé avec des pare-feux. Chaque zone était taguée avec un niveau de sécurité. On ouvrait certains ports. On pouvait analyser le trafic qui passait entre la ferme de serveurs applicatifs JBoss, qui allait parler aux bases de données Oracle, par exemple. Et maintenant, avec les orchestrateurs comme Kubernetes, c'est plus pareil. L'environnement est dynamique. Les applications démarrent sur différents serveurs, elles parlent entre elles. La nature même des workloads font qu'ils sont éphémères. Donc un pod peut être créé et détruit en changeant d'adresse IP. Donc l'outillage traditionnel n'est plus adapté. C'est l'outillage ou c'est la sécurisation qui a besoin d'être adaptée ? Alors les deux, il y a des nouvelles pratiques de sécurité qu'il faut adopter, mais l'outillage également. Si aujourd'hui on veut faire un dump Wireshark entre deux pods, entre deux applications, c'est extrêmement compliqué si on n'a pas des outils qui nous aident à démarrer pile entre les bons nœuds et trouver le trafic.
Parce que le réseau est complètement virtualisé également. Voilà, oui, tout à fait. Le réseau est virtualisé, les règles pare-feu sont virtualisées. Des fois, on a même des clusters virtuels qui sont entre différents fournisseurs de cloud. Et donc, on a du réseau qui est empaqueté dans du réseau. On rajoute du TLS et puis là, ça devient très difficile d'analyser tout ça. Et est-ce qu'il y a des moyens de cartographier justement les flux assez facilement ou... Alors oui, heureusement, on a certaines technologies. Donc, en général, Kubernetes tourne principalement sous Linux. Alors, on a Windows qui arrive aussi, mais c'est principalement du Linux. Et dans Linux, il y a une technologie qui s'appelle eBPF. Et on pourra en reparler plus tard, mais en gros, grâce à l'eBPF, on arrive à comprendre au niveau du noyau Linux qu'est-ce qui se passe et ça nous permet de récolter des informations sur les applications et après en agrégeant ces informations on a une vue de notre maillage, de notre réseau virtuel, des communications, etc. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Kubernetes, c'est un système d'exploitation. Donc, en fait, c'est aussi extrêmement modulaire et tu vas avoir des notions de ce qu'on appelait admission controller avant, mais maintenant, il y a policy controller, etc. Et donc, tu as tout un écosystème d'outils tiers et de plugins qui viennent se mettre dans ton environnement et qui vont permettre d'aller faire du filtrage réseau, de pouvoir exécuter certains pods ou non selon les règles que tu vas définir, etc. Mais qui sont en fait des plugins, des modules que tu rajoutes sur ton environnement Kubernetes de base. Et il y a des outils spécifiques, enfin, je pense à Helm, Calico et plein de noms qui n'existent pas dans le milieu de la sécurité traditionnelle, mais qui sont dédiés à Kubernetes en fait. Et quelle différence avec un hyperviseur par exemple ? L'hyperviseur, il va généralement se concentrer sur le lancement de machines virtuelles complète, enfin si tu penses à ESXi, alors qu'un Kubernetes va lancer des machines virtuelles légères, enfin du Docker, donc en fait qui partagent le même noyau, et les hyperviseurs traditionnels ne vont pas bien gérer la partie réseau ou politique et règles de sécurité par exemple. Ils vont lancer des applications lourdes dans des VM, mais ils vont pas pouvoir, on va dire, scale up en démarrant 15 instances du même pod à un moment pour absorber temporairement une montée en charge ou pouvoir interconnecter des clouds différents à travers des topologies réseau virtuelles. Et quels sont les outils et les référentiels de sécurité qui existent dans l'écosystème Kubernetes ? Alors, si on commence au niveau des référentiels, il y en a énormément. Donc, il y a à peu près tous les gros instituts ont leur référentiel, le CIS, le NSA, MITRE, le NIST, PCI DSS. Et après, chaque fournisseur de cloud a aussi leur propre implémentation de ces benchmarks et ils ont aussi leurs propres recommandations. Donc, si on veut vraiment être à l'état de l'art, il faut vraiment lire énormément et puis regarder chaque aspect de la configuration de son Kubernetes, de la configuration de ses workloads, enfin de ses applications et tout ça. Et heureusement, il y a des outils qui permettent de faire ça. Et est-ce que c'est pas trop de référentiels, justement ? Donc oui, il y a beaucoup de référentiels. Et donc, si on n'est pas un tant soit peu aidé, on n'arrive pas à suivre et à rester au goût du jour. Parce que je dois dire aux auditeurs que Kubernetes, par exemple, sort une nouvelle version tous les 4 mois. Donc, ça fait 3 nouvelles versions par année. Et les référentiels doivent être mis à jour pour chaque nouvelle version parce que des failles de configuration ou des vulnérabilités qui pouvaient être patchées par de la configuration, c'est plus forcément valable à la version suivante de Kubernetes. Donc, c'est vraiment un métier à part entière, la sécurisation de Kubernetes. Et Kubescape, dans tout ça, qu'est-ce que ça fait exactement ? Alors, Kubescape, je vais peut-être revenir d'abord sur quels sont les différents outils pour sécuriser Kubernetes et après je pourrais expliquer l'histoire de Kubescape et voir ce qui est intéressant avec ce projet. Donc, si on revient sur les outils, il y a en fait différents niveaux d'analyse. Il y a ce qu'on pourrait appeler l'analyse statique. Donc là, on peut prendre un exemple, il y a KubeBench, qui est le plus connu, je pense, pour l'analyse statique, et qui, lui, va prendre la configuration des workloads, la configuration des clusters, et vérifier
avec les différents référentiels dont on a parlé avant, que l'on ait donné une note par rapport aux différents contrôles de ces référentiels et éventuellement donner des recommandations pour corriger ses configs. Après, il y a de l'analyse de vulnérabilité. Donc là, on prend l'image du conteneur, on regarde les paquets qu'il y a à l'intérieur et selon la version des paquets, on sait avec les différentes bases de données de vulnérabilité quels sont les paquets qui ont des problèmes et qu'est-ce qu'il faudrait mettre à jour. Donc, les exemples les plus connus sont peut-être Clair ou alors Trivi. Après, on a de l'analyse au moment de l'exécution de l'application. Donc là, on a des outils qui utilisent eBPF, comme Falco par exemple, et qui, eux, vont regarder au comportement de l'application. Et on va essayer de découvrir des comportements à risque et d'alerter ou de bloquer ces comportements. On a aussi des outils d'analyse de flux réseau. Tu parlais de Calico avant, il y a aussi Hubble, qui fonctionne avec Cilium, qui est un mode de réseau pour Kubernetes. Et après, on a aussi toute la famille des CNAPP, qui sont les plateformes de protection des applications cloud, avec ou sans installation d'agents, genre Orca ou Lacework. Lacework qui vient d'être acheté d'ailleurs au moment où on enregistre ce podcast. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une industrie où il y a beaucoup de rachats et il y a quelques très gros acteurs qui essayent de racheter tous les concurrents pour diversifier leur offre. Donc maintenant, si vous voulez, je peux parler un petit peu de Kubescape. Volontiers. Alors, qu'est-ce qu'apporte Kubescape dans ce contexte ? Alors, il y a plusieurs différences. Donc, Kubescape a été créé en août 2021. Lors du premier guide de durcissement publié par la NSA et le CISA. Et c'était un outil qui vérifiait, alors comme l'analyse statique de KubeBench, qui permet de vérifier la conformité des clusters par rapport à ce guide. Et ça a été un POC qui a été publié sur GitHub de manière totalement avec une licence Apache. Et en quelques semaines, avec le bouche à oreille, le projet a eu plus de 5000 étoiles sur GitHub. Et donc, face à cet engouement, la société pour laquelle je travaille, Armo, a décidé de pivoter son activité là-dessus. Ils ont continué à développer Kubescape pendant encore un an et demi, pour finalement le donner à la CNCF en janvier 2023. Donc la CNCF, donc c'est la même fondation qui gère Kubernetes. Et ça, quand tu dis donner, excuse-moi, c'est quoi ? On envoie un mail à la CNCF, on dit voilà, écoutez, il y a un engouement autour de cet outil, voilà, on le donne au bien commun et c'est parti. On fait un transfert d'ownership. Voilà, oui, c'est à peu près ça. Donc à l'époque, il y avait un manque dans le qu'on s'appelle le landscape de la CNCF, dans le panorama de la CNCF, et il y avait quelques outils de sécurité, mais il n'y avait pas un outil qui permettait de faire de l'analyse statique et de faire un benchmark par rapport au guide de durcissement. Et donc, les fondateurs de la société se sont dit, si on le donne à la CNCF, le produit va monter, va avoir une communauté, il va grandir beaucoup plus vite que nous. Et l'idée derrière, c'était ensuite de construire une société, un produit software as a service qui serait payant pour les entreprises. Ça, c'était l'idée à l'époque. Et donc, quand tu dis ça, on dirait que ça a dévié. Non, pas tout à fait, non. Donc là, en fait, où ça a changé, c'est que à la base, Kubescape était sans agent. C'était purement de l'analyse statique. Il se connectait soit à un cluster Kubernetes, il regardait les différentes applications, les différentes configs, et ensuite il donnait un résultat. Et à partir de 2023, quand j'ai rejoint la société, on a eu l'idée de rajouter des sons de BPF. Et ces sons de BPF, elles nous permettaient de cartographier les activités réseau des applications. Elles nous ont permis de regarder quels étaient le profil applicatif donc d'exécution, quels sont les fichiers qui sont ouverts, quels sont les fichiers qui sont accédés, quels sont les syscalls qui sont exécutés. Et donc, on a eu l'idée de créer ce profil applicatif et ensuite de s'en servir à différentes échelles.
parce qu'on considère que la sécurité, c'est un petit peu une série de tamis. Donc, à chaque niveau et à chaque à chaque taille de tamis, on élimine un risque. Donc, par exemple, aujourd'hui, on utilise le profil applicatif à différents niveaux. Donc, pour l'analyse statique, ce qui était le cœur de Kubescape, eh bien maintenant, on peut utiliser ce qu'on a vu au runtime pour proposer une remédiation contextuelle. C'est-à-dire, on ne va pas seulement dire « Ah, votre application, elle tourne avec l'utilisateur root » ou alors elle utilise un conteneur privilégié et c'est pas bien. Non, on va vérifier que l'application utilise des syscalls qui ont besoin d'être privilégiés ou pas. Et après, on permettra de donner à l'utilisateur une remédiation qui est adaptée à l'utilisation de son application, plutôt que de simplement bloquer et faire que son application ne fonctionne plus. Donc eBPF est capable de faire des liens entre ce qui se passe au niveau réseau et au niveau système. Alors, eBPF, c'est des sondes en fait. On est capable on met de l'instrumentation dans le noyau et le userland est en fait reçoit des notifications quand il y a certains événements qui se passent au niveau du noyau. Et donc nous, en utilisant ces sondes, on arrive à comprendre ce que fait l'application et après à donner du sens. Donc un autre cas d'utilisation donc, de ce profil applicatif, c'est qu'on propose de faire des configurations réseau. Donc, je mets des politiques de réseau au niveau de mon pod, des network policy. On peut aussi définir des contextes de sécurité pour permettre de restreindre la liste des syscalls de mon pod. Ou alors, on peut aussi faire en français, je crois que ça s'appelle profil de mode de calcul sécurisé, SecComp. C'est pareil, on définit vraiment quels sont les syscalls autorisés par notre application et on va les restreindre à cette liste. À savoir que pour les auditeurs, eBPF n'est pas propre à Kubernetes. Donc en fait, eBPF, ça veut dire Extended Berkeley Packet Filter, et c'est une technologie qui permet d'exécuter du code dans le noyau Linux sans avoir à modifier le noyau lui-même. Et ça a été introduit, c'est assez vieux comme technologie, ça doit dater, je sais pas, 2014, 2015, dans ces eaux-là, je pense les premières versions. Ah, ouais. Et effectivement, c'est hyper puissant en fait. C'est très puissant et ça permet de rajouter de l'observabilité à une application sans la modifier. Donc tu peux dire, ce que je vois passer sur ce réseau, c'est cette application, et cette application peut faire tous ces syscalls. Tout à fait. Et cette application aussi a l'habitude d'ouvrir ses fichiers dans le conteneur. Et donc, si à un moment la même application se met à lire des fichiers dans /proc alors qu'elle le faisait jamais, eh ben on peut identifier ce comportement et ensuite alerter ou bloquer ce comportement à risque. Ah, tu as une vue aussi au niveau file system ? Oui. En fait, toutes les API du noyau Linux peuvent être entre guillemets instrumentées. Donc en fait, tu peux avoir accès à n'importe quelle information à partir du moment où le point d'entrée dans le noyau est une fonction dont tu connais le nom, quoi. Et je reviens sur les histoires. Vas-y, Paul. Et donc pour revenir à Kubescape, est-ce que vous avez toujours deux versions, une version sans agent et une version avec agent, ou du coup maintenant vous pivotez entre guillemets et vous êtes sur une version exclusivement avec agent? Alors, excellente question, c'est vrai que j'en ai pas parlé, donc maintenant on a deux manières d'utiliser Kubescape. On peut s'en servir de façon statique avec un outil ligne de commande ou une image Docker qui peut être exécutée dans les pipelines de build, GitHub Actions, dans Jenkins ou comme ça. Et donc ça, c'est historiquement ce qu'on fait. Mais maintenant, on fournit également un chart Helm qui permet d'installer ces agents Kubescape dans un cluster, et à ce moment-là justement on a cette version avec agent et qui peut utiliser eBPF pour regarder ce que font les applications et agir, etc. Et moi je reviens sur la partie guide, parce qu'au départ vous êtes parti d'un guide de bonne pratique. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Pour avoir maintenu quelque temps des templates de déploiement, en fait c'est un enfer absolu avec les versions de Kubernetes qui cassent la compatibilité ascendante. Un guide il est quasiment obsolète au bout de 6 mois vu qu'il y a une nouvelle version tous les 4 mois. Donc
Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est encore un objectif du projet d'adhérer à des guides papier publiés par des instances américaines, ou est-ce que finalement c'est devenu un outil de sécurité polyvalent que les gens peuvent utiliser et configurer comme ils veulent? Alors c'est les deux, donc c'est-à-dire que la bibliothèque qu'on utilise au niveau des contrôles, elle est aussi open source, elle est aussi donnée à la CNCF et on encourage les gens à l'enrichir et à maintenir justement les différentes versions de ces guides de sécurisation. Mais ça reste évidemment un objectif du projet de rester à jour et de suivre justement ces différentes évolutions des standards. Enfin, je vais être plus clair, le guide de la NSA ou du CISA date de 2022. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il est encore applicable ou est-ce que la moitié des API et des options de configuration ont disparu? Oui, alors ça, après, c'est pas à nous d'aller suivre d'aller voir la NSA et de leur dire de mettre à jour. Mais il y a d'autres benchmarks, genre le CIS, ils suivent les versions de Kubernetes, bon, avec 6 mois de retard à peu près, mais là, on peut continuer à avoir des choses intéressantes. Et du coup, est-ce que tu peux donner quelques exemples de choses qui sont dans ce guide? Parce que c'est quoi les problèmes généralement constatés? Est-ce que c'est des options, par exemple, de rétrocompatibilité qui restent activées par défaut, mais que tu peux désactiver dans des versions modernes? Ou est-ce que c'est vraiment, je sais pas, des suites cryptographiques ou ce genre de choses que NIST et la NSA aiment bien? Ou quelles sont les quelques options, par exemple, importantes à aller changer dans un cluster Kubernetes? Alors, heureusement que si on prend, c'est pour rassurer un peu les auditeurs, si on prend un serveur, un cluster Kubernetes géré par OVH ou par Google ou comme ça, en général, les options de base sont déjà très bonnes. Mais si on le fait soi-même, effectivement, il y a beaucoup de configurations à désactiver au niveau de chaque nœud, au niveau du composant qui s'appelle le kubelet. Et comme tu disais, c'est de la rétrocompatibilité qui n'a aucun sens aujourd'hui. Il y a aussi certaines options au niveau des contrôleurs d'admission qui peuvent être désactivées parce que c'est pareil, ça permettait d'être compatible avec des anciens systèmes. Et globalement, ça c'est un petit peu le problème du projet Kubernetes en soi, c'est-à-dire que on avance très vite, mais on ne passe pas assez de temps à terminer les choses et à supprimer ce qui n'a plus lieu d'être. Du coup, c'est quoi le futur du projet? Qu'est-ce qu'il y a dans la roadmap pour cette année ou l'année prochaine? Alors, donc là, on est en plein processus pour rentrer dans l'étape suivante, pour rentrer à la CNCF. Donc aujourd'hui, on est dans le bac à sable. Ensuite, on aimerait rentrer dans l'incubation. Et après, il y a le dernier niveau qui s'appelle la graduated. Donc là, on a fait les démarches pour rentrer en incubation. Et donc pour ce faire, il faut qu'on ait une liste de mainteneurs et une liste d'utilisateurs qui soit étoffée pour montrer la bonne santé du projet. Alors, le projet en lui-même, il est extrêmement utilisé. On a des données de télémétrie qui montrent qu'on a chaque jour entre 100 et 200 000 scans effectués avec Kubescape. Mais... Et là, excuse-moi, on parle de télémétrie, c'est-à-dire quel type de télémétrie exactement? Si des personnes l'utilisent on-prem, directement sur leur infrastructure, est-ce que ça renvoie des informations au CNC chez vous? Alors, ça dépend si c'est ouvert ou pas. Non, ça envoie des informations à la CNCF et ensuite on peut les regarder, oui. Et enfin, du coup, quel type d'informations, par exemple, ça envoie? La version de l'application, l'architecture, c'est à peu près tout en fait. Ok. L'architecture, la version de Kubescape et puis on voit aussi l'adresse IP qui fait le rapport en fait. D'accord. Et rentrer dans les projets d'incubation, ça permet de faire quoi exactement? Qu'est-ce que ça vous ouvre comme porte? Alors, ça nous apporte de la visibilité au niveau de la CNCF parce que il y en a beaucoup moins des projets qui montent là-dedans. On a également le droit à plus d'aide parce que la CNCF nous permet d'avoir des ressources
payés au niveau des clouds, c'est-à-dire on a un certain budget pour utiliser pour la CI/CD. On a aussi certains programmes de stagiaires auxquels on peut déposer en fait des projets et ensuite ouvrir sur une plateforme de la CNCF des offres d'emploi pour des stagiaires. Et ces stagiaires sont ensuite payés par la CNCF pour implémenter nos offres. Et donc si on monte de niveau dans la CNCF, on a le droit à plus d'aide, plus de reconnaissance au niveau des conférences dédiées à Kubernetes ou aux conférences de la CNCF en général. Plus un projet est dans les hauts niveaux de la CNCF, plus il a le droit d'avoir des talks dédiés, il a le droit d'avoir des kiosques pour faire sa pub. Et c'est pour ça que c'est très important pour la santé d'un projet comme le nôtre. Et là, le processus se passe comment ? Vous devez pitcher votre idée, votre projet, montrer que la communauté est active, que vous avez un Slack, un Discord, enfin vraiment une communauté grandissante avec beaucoup de pull requests. Ça marche comment ce processus ? Oui, alors c'est ça. Donc il y a le TOC, c'est un groupe de personnes qui justement supervisent les projets de la CNCF et il faut faire une demande auprès d'eux. Ensuite, il y a un audit qui dure plusieurs mois qui vérifie est-ce que on continue de porter les valeurs de la CNCF, est-ce que toutes nos communications elles sont faites dans le public, est-ce que on a suffisamment de contributeurs qui viennent de l'extérieur, pas forcément une société mais plusieurs sociétés différentes qui contribuent et tous ces critères ils sont ensuite évalués et on a une réponse à la fin de cet audit. Apparemment TOC ça signifie Technical Oversight Committee, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, merci. Et alors, là, vous allez avoir la réponse quand Donc en juillet 2024, je vais aller voir le TOC et leur pitcher le projet Kubescape qui a beaucoup changé depuis l'entrée dans le bac à sable. Et ensuite, le processus prendra quelques mois et avec de la chance, à la rentrée, on en saura plus. Je voulais dire aussi qu'on avait d'autres pistes pour l'amélioration. Donc, on est en train de développer des extensions pour Visual Studio Code, Backstage et également une intégration avec le marketplace de AWS. On a des projets pour améliorer l'architecture, pour permettre de supporter des très gros clusters. Aujourd'hui, Kubescape fonctionne bien sur des clusters de moyenne taille, moyenne pour Kubernetes, donc avec plusieurs milliers de workloads, quelques centaines de nœuds. Mais si on veut passer à l'étape supérieure, il faut qu'on modifie l'architecture interne de nos microservices. On continue de mettre à jour et d'ajouter les référentiels de sécurité. Et on est très proche des 10 000 étoiles GitHub. Donc pour moi, ce serait un milestone fort d'arriver à passer ça dans les prochaines semaines. Et on recherche toujours des contributeurs et des utilisateurs qui nous permettraient de faire valoir notre dossier au niveau du TOC. Alors justement, je me mets à la place d'un auditeur qui connaît par exemple votre projet, qu'il trouve sympathique. Comment est-ce qu'il peut vous aider ? Alors, le plus simple, c'est qu'il ouvre une pull request au niveau de la page GitHub de Kubescape et qui s'inscrivent dans la liste des adopteurs ou alors qui viennent nous faire un coucou sur le Slack Kubescape de la CNCF. Ça fait toujours plaisir. On a aussi des réunions toutes les 2 semaines. C'est les mardis. Après, ça dépend de la time zone, mais pour moi, c'est le mardi après-midi, dans lequel on fait du tri au niveau des issues et des bugs. Et on essaye d'attribuer du travail aux personnes qui viennent sur ces réunions, si elles ont envie. Est-ce que vous avez des labels Good First Issue, c'est-à-dire, on va dire, des problématiques qui peuvent être prises par des néophytes du projet et que vous pouvez aider ? Oui, tout à fait. Donc, on a Good First Issue, on a Help Requested, je crois. Donc, oui, on essaye de taguer nos issues. Et on a récemment aussi réfléchi à une roadmap détaillée qui va être publiée sur le projet. Donc, les personnes pourront mieux s'identifier et j'espère contribuer. Et le projet est en Go, je suppose ? Oui, tout à fait. Le projet est écrit en Go
Et les plugins dont je parlais pour VS Code ou pour Backstage, ça c'est du TypeScript, je crois. Mais sinon, oui, les microservices sont tous écrits en Go. Ah, et intéressant, j'ai oublié d'en parler avant. Donc aujourd'hui, les contrôles de sécurité sont écrits en Rego. Le Rego étant le langage de programmation utilisé par Open Policy Agent, qui est un admission controller. Et récemment, Google a introduit un nouveau langage pour écrire des contrôles qui s'appelle le CEL. Et avec un support dans la prochaine version de Kubernetes 1.31, où il y aura un admission controller qui sera capable natif dans Kubernetes, pourra utiliser des contrôles écrits en CEL. Et donc, pour préparer cette transition, on a réécrit à peu près 70% de nos contrôles de Rego en CEL. Donc, c'était un peu la première grosse implémentation de contrôle de sécurité en CEL. Et on espère, dès que la 1.31 est sortie, on espère s'en servir pour justement améliorer l'adoption de ce langage et de Kubescape éventuellement. Ok, Mathias, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Oui, alors... je voudrais dire avec beaucoup d'humilité que la sécurité, c'est une course sans fin. Ça ne pardonne pas les erreurs. Il faut être efficace, mais cibler ses efforts et bien choisir ses outils, bien choisir ses combats, se focaliser sur l'essentiel et surtout bien écouter l'humain parce que c'est fatigant. L'humain ? Oui. Il faut écouter l'humain parce que à passer trop d'heures, j'ai beaucoup de collègues qui ont souffert de burn-out ou de choses comme ça, et donc il faut être à l'écoute des autres, et c'est difficile quand on a la pression. Enfin, quand même, Kubernetes, c'était conçu pour faciliter la vie des humains. Bon. Eh bien, Mathias, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.